Bonjour, je m'appelle Linda Doblas, je détiens un baccalauréat en communication politique, une formation en adaptation scolaire, un certificat en sciences, une maîtrise en éducation et présentement, je suis en train de terminer une deuxième maîtrise en enseignement. Donc, l'évaluation dans les écoles québécoises. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler de l'évaluation des apprentissages dans les écoles québécoises. Donc, toutefois, les propos que je vais utiliser proviennent des données probantes en éducation. Vous pouvez les ajuster par rapport au contexte dans lequel vous vivez et par rapport également aux caractéristiques des élèves et également par rapport au contexte politique ou de votre pays ou par rapport à vos valeurs. Donc, alors, on s'entend que l'évaluation, c'est un concept, c'est un terme qu'on utilise en enseignement et dans différents domaines. Alors, si vous posez la question aux différents acteurs, ils vont vous répondre différemment. Donc, à chacun sa définition ou sa propre définition des évaluations, des apprentissages. Pour ma part, j'ai utilisé dans cette présentation celle proposée par le ministère de l'Éducation en 2002. En effet, il s'agit d'une démarche qui permet de porter un jugement sur les compétences développées et des connaissances acquises par l'élève en vue de prendre des décisions et d'agir. Alors, cette définition, elle est très vaste. Cependant, il faut retenir deux aspects. Le premier aspect, c'est le développement des compétences et des connaissances acquises. Et le deuxième aspect, c'est l'action, c'est agir. Agir, c'est faire des actions. Euh, dans la profession enseignante, l'action est au cœur de la démarche enseignante. Donc, on porte un jugement pour pouvoir agir par la suite. On agit dans la planification, on agit au niveau de l'organisation de la classe, on agit également après, pendant et après les évaluations. Donc, agir, c'est vraiment une action qui est au cœur de notre démarche enseignante. Donc, dans cette capsule vidéo, j'ai proposé plusieurs questions auxquelles je vais répondre. Cependant, vous allez trouver également différentes réponses dans mes propos. Ça fait partie de ma formation, donc soyez attentifs. Donc, la première question, c'est les fonctions, quelles sont les fonctions. Quelles fonctions le ministère de l'Éducation attribue-t-il à l'évaluation? Les objets d'apprentissage qu'on évalue? À quel moment l'évaluation des apprentissages des élèves peut-elle avoir lieu? Par quels moyens peut-on évaluer les élèves? Qui participe à l'évaluation des apprentissages? Quelles sont les valeurs qui sont au cœur des évaluations? Quels sont les principaux documents qu'on utilise au Québec quand on parle d'évaluation? Alors, pour répondre à la première question, je dirais toutes les recherches ont démontré que les fonctions de l'évaluation ou des évaluations sont divisées en deux. Premièrement, les évaluations visent à aider à l'apprentissage, c'est-à-dire on veut vérifier où sont rendus les élèves dans leur processus d'apprentissage pour mieux les soutenir et mieux les accompagner. Au cœur de celle-ci se trouve l'idée de régulation. Donc, on fait des ajustements. Un des ajustements qu'on peut faire justement, c'est prendre l'enfant en récupération. Quand on voit qu'après une évaluation, l'enfant ne maîtrise pas la notion ou les notions enseignées qui faisaient partie de l'évaluation,
Et après avoir mis en place toutes les stratégies, puis on voit encore que les difficultés persistent, donc on peut demander à l'orthopédagogue. À ce moment-là, on fait une demande de service. On demande à l'orthopédagogue d'accompagner cet enfant et l'orthopédagogue peut le prendre en dénombrement flottant, en sous-groupe de 2 ou de 3 ou en des petites équipes pour travailler les notions qui faisaient partie de cette évaluation. Puis, quand on voit que l'enfant n'a pas compris ou n'a pas maîtrisé les notions qui faisaient partie de l'évaluation. Il y a également la fonction de reconnaissance des compétences, c'est-à-dire on rend compte du niveau de développement des compétences des élèves. Donc, on veut voir par rapport, oui, on ne compare pas les élèves, mais on a des attentes par rapport aux élèves. Donc, on veut voir où l'enfant se situe par rapport aux attentes. Les objets d'apprentissage, on évalue des compétences. Par compétences, on entend un ensemble de savoir agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Par exemple, en SAE, on utilise beaucoup des compétences parce que l'enfant va devoir mobiliser plusieurs connaissances et même des fois plusieurs compétences pour résoudre une SAE. Donc, une SAE, c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. Il y a également les connaissances. C'est l'ensemble des ressources pour agir adéquatement dans une situation complexe. Et quand on parle de situation complexe, on parle justement où l'enfant doit mobiliser les fonctions cognitives, c'est-à-dire gérer le temps de manière efficace, aller chercher les stratégies les plus utiles, les plus efficaces, qui lui permettaient de résoudre un problème plus rapidement et de manière plus efficace. Donc, alors, à quel moment évalue-t-on les apprentissages? Dans les médias, on entend souvent, et même dans le milieu scolaire, on évalue trop, on n'a pas le temps pour enseigner, car on doit tout le temps évaluer. Alors, il faut dire oui, c'est notre réalité dans le contexte scolaire. On évalue avant ou au début des apprentissages, c'est-à-dire généralement au début de l'année scolaire pour vérifier les forces et les faiblesses de l'élève et les connaissances préalablement acquises. Donc, un enfant qui vient d'arriver en 6e année, étant donné que les apprentissages, il y a des niveaux, donc on parle de premier cycle, de deuxième cycle, de troisième cycle au Québec. Donc, il faut voir un enfant qui est arrivé en 6e année, par exemple, est-ce que les connaissances, les notions qui ont été enseignées en 5e année sont solides, sont acquises? Et à ce moment-là, on peut ajuster notre enseignement. Donc, on peut passer, par exemple, les 2 premiers mois de l'année scolaire à réenseigner les notions de 5e année afin qu'elles soient solidement acquises. Donc, on évalue également pendant l'apprentissage, c'est-à-dire au cours de l'année scolaire, on fait plusieurs évaluations. On fait des évaluations formatives. Elles permettent de déterminer les acquis des élèves afin d'apporter des remédiations. Dans le sens, si on voit que l'enfant a des conceptions erronées, a des perceptions fausses. Donc, il faut revoir notre enseignement et utiliser justement les évaluations comme outil pour réenseigner les notions.
On évalue également en fin d'apprentissage pour vérifier la maîtrise des connaissances, pour certifier la réussite et la poursuite d'autres apprentissages. En enseignement, on ne peut pas enseigner une nouvelle notion sans vérifier si les connaissances préalables sont acquises. Sinon, ce qui va arriver, c'est que l'enfant va en surcharge cognitive, donc il n'y aura pas assez de place dans son cerveau pour bâtir de nouvelles connaissances et même pour développer de nouvelles compétences parce que il n'y a pas de place. Donc, on construit avec ce qu'on a déjà. On va vérifier les connaissances préalables. Une fois acquises, on va venir ajuster et enseigner de nouvelles connaissances ou de nouvelles notions. Donc, c'est important. Au cours de l'année, on fait des évaluations formatives. En fin d'apprentissage, on évalue également la maîtrise des connaissances pour certifier, je l'ai dit. Et après les apprentissages, on évalue, on vérifie si les connaissances et les compétences évaluées sont solides et stables. Donc, un enfant qui maîtrise une notion va pouvoir utiliser ou mobiliser cette connaissance ou cette compétence, peu importe dans n'importe quel contexte d'apprentissage ou d'évaluation. Alors, quels sont les moyens qu'on utilise pour évaluer les élèves? Chaque enseignant a sa façon d'évaluer. Cependant, il y a des moyens qui sont les plus utilisés, les plus usuels, des moyens même qui sont proposés par les maisons d'édition avec qui on fait affaire dans le milieu. Il y a les évaluations ou les examens traditionnels, les modules, les évaluations après les modules, après les sections. Il y a les situations d'apprentissage et d'évaluation, ce que j'ai énoncé tantôt, ce qu'on appelle les SAE, qui sont des tâches plus complexes. C'est tout un processus. On évalue tout le long. On circule dans la classe, on regarde justement ce que l'élève est en train de réaliser, les étapes, les différentes étapes. Il y a les portfolios. On utilise également les observations. Les observations, c'est plus un moyen qu'on utilise au préscolaire et au primaire en première année, car l'élève vient de commencer, donc on veut voir les interactions, surtout les habiletés sociales. Est-ce qu'il partage les objets? Est-ce qu'il est capable de demander la permission? Donc, tout ce qui est développement des habiletés sociales, on les observe. Il y a aussi les projets à moyen terme, à court terme, les exposés oraux réalisés en classe, où l'élève va devoir faire des recherches par lui-même et présenter une synthèse de sa démarche. Il y a des grilles d'évaluation. On utilise des auto-évaluations, des co-évaluations, des évaluations par les pairs. On évalue également l'engagement et les méthodes de travail en circulant quand on enseigne dans les classes. Donc, d'une manière générale, l'élève est constamment en évaluation. Donc, qui participe à l'évaluation des apprentissages des élèves? La loi sur l'instruction publique détermine que l'enseignant détient un rôle important, étant donné que c'est lui ou c'est elle qui enseigne, c'est elle qui planifie, qui conçoit les séances, les séquences, les périodes d'enseignement. Donc, c'est elle également qui évalue. C'est elle qui est constamment en présence des élèves. Donc, c'est à elle d'évaluer. Donc, si je reprends tout ça, donc il faut dire que c'est à l'enseignant d'évaluer. Cependant, il faut noter le rôle crucial
des autres acteurs comme l'élève. La collaboration des parents est également essentielle dans l'évaluation des apprentissages. Il y a l'orthopédagogue qui joue le rôle de ressource dans le milieu scolaire. On peut aller le voir quand on n'est pas sûr et quand un enfant bénéficie de ces services en orthopédagogie, donc on peut porter un jugement à l'aide de ces recommandations également. Il y a également l'école qui joue un rôle crucial, important. Il y a la direction de l'école, le conseil d'établissement, il y a le centre de services scolaires, il y a le ministère qui est l'institution politique qui est responsable de l'éducation de manière générale. Donc, on n'évalue pas de n'importe comment. Les évaluations sont teintées d'une certaine manière de nos valeurs, des valeurs même de la société dans laquelle nous vivons. Parmi les valeurs, on retient les valeurs fondamentales, à savoir la justice, l'égalité, l'équité. Pour les élèves en adaptation scolaire et même dans les classes régulières, les élèves qui ont certaines difficultés, qui éprouvent certaines difficultés, les élèves qui utilisent les mesures d'aide aux apprentissages. Donc, ces élèves bénéficient de la démarche axée sur l'équité. Il y a les valeurs instrumentales, la cohérence, la rigueur et la transparence. Donc, quand j'évalue, je dois avertir à mes élèves que je vais les évaluer. Donc, je dois avertir également les parents, je dois envoyer une note aux parents pour dire, ben, cette semaine, vos enfants vont avoir des évaluations en classe. Donc, il y a certaines mesures justement à la maison qu'il faut prendre en considération, comme aller se reposer plus tôt, aller dormir plus tôt, avoir une bonne collation, arriver en classe à l'heure, ne pas déstabiliser l'enfant à la maison pour que la journée de l'évaluation ne soit pas une journée anxiogène. Il y a la transparence, j'en ai parlé, mais c'est aussi la transparence dans les tâches, avec les tâches. Par exemple, dans les bureaux des enseignants, l'enseignant doit laisser les traces pas aux yeux des élèves, mais l'élève doit prendre connaissance également de sa copie. Les parents également, lors de la rencontre des parents, doivent voir les tâches, les traces des tâches réalisées par les enfants en classe. Et la conseillère pédagogique, si vous avez besoin d'aide ou en cas de classement, par exemple, mais le jugement que nous allons porter reflète ce qu'on voit. Admettons que l'enseignant tombe malade, donc en parlant de transparence, il faut qu'elle laisse les copies dans son bureau afin que la personne qui le remplace ou qui la remplace puisse continuer à porter un jugement sur les apprentissages. Il y a également la rigueur. Les évaluations doivent être planifiées. Je ne peux pas arriver demain matin et dire aux élèves que vous avez une évaluation maintenant. Non. En parlant de rigueur également, je ne peux pas évaluer ce que je n'ai pas enseigné. Donc, on évalue ce qu'on a enseigné et on évalue quand on voit que les élèves sont prêts. Donc, c'est très, très important. Si vous avez enseigné une notion hier, donc c'est peut-être un petit peu trop tôt d'évaluer. Donc, il faut voir la maîtrise des notions avant d'évaluer. Donc, au Québec, il y a des documents qui guident la manière dont on évalue. Il y a le programme de formation de l'École québécoise, la PFEQ. Il y a la progression des apprentissages. Il y a la loi sur l'instruction publique. Il y a le régime pédagogique. Il y a l'instruction annuelle.
L'instruction annuelle, c'est un document assez important car si vous voyez durant la pandémie, il y a ce qu'on appelle les savoirs essentiels qui ont été redéfinis par le ministère parce qu'on voulait que les élèves euh, puissent quand même vivre la réussite, même en période de crise. Donc, l'instruction annuelle a apporté euh, a- euh, un certain ajustement, une certaine, pas amélioration, mais à ajuster les savoirs essentiels qui devraient être enseignés. Il y a les normes et les modalités d'évaluation, les normes et les modalités d'évaluation des apprentissages. Il y a le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc, dans cette vidéo, je vous ai parlé du processus d'évaluation, des pratiques évaluatives dans les écoles québécoises. Je suis très ouverte aux questions et aux commentaires, donc vous pouvez m'écrire et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.